Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24, la chaîne qui donne la priorité à l'Afrique, l'information par les Africains pour les Africains et avec les Africains. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Portée par une population jeune, l'essor du numérique et l'émergence de nouveaux marchés, l'entrepreneuriat s'impose comme l'un des principaux moteurs de la transformation économique du continent. Des startups de la fintech aux entreprises agroalimentaires en passant par les industries créatives et les technologies vertes, les initiatives entrepreneuriales se multiplient dans toutes les régions d'Afrique. Pourtant, des défis majeurs demeurent. Selon la Banque mondiale, l'Afrique devra créer des millions d'emplois supplémentaires pour absorber chaque année l'arrivée massive des jeunes sur le marché du travail, tandis que l'accès au financement demeure l'un des principaux obstacles des entreprises. Dans le même temps, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf ouvre de nouvelles perspectives, offrant aux entrepreneurs un marché potentiel de plus de 1,4 milliard de consommateurs. L'entrepreneuriat constitue-t-il le véritable moteur de transformation économique du continent? Réponse dans cette édition de l'Africa Newsroom avec nos invités. Nous recevons Karine Andela, fondatrice de l'Association des ingénieurs d'Afrique, ASIGNA. Madame Andela, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci à vous. Nous sommes également avec Paul-William Pondy, CEO de Mondeo International. Monsieur Pondy, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci à vous, très cher. Dans un contexte marqué par la montée du numérique, de l'innovation et de l'économie créative, l'entrepreneuriat apparaît comme un puissant levier de création de richesses et d'emplois. C'est ce qu'on va voir au Congo avec cet élément signé par Deva Panzo. Durant 2 jours, panels, ateliers pratiques, sessions de formation et rencontres avec des experts se sont succédés pour sensibiliser les jeunes filles et les femmes aux opportunités offertes par le numérique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore l'entrepreneuriat innovant. À travers cette première édition du Forum de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat du Congo, les organisateurs ont voulu répondre à un constat, celui de la faible représentation des femmes congolaises dans les filières scientifiques et technologiques, malgré leur poids démographique et leur contribution au développement du pays. Le FIT est un engagement collectif pour préparer les jeunes filles et les femmes congolaises à acquérir des compétences d'avenir, à intégrer pleinement l'économie numérique et à participer activement à la transformation de notre pays. Notre ambition est claire: sensibiliser les jeunes filles et les femmes au métier du numérique, promouvoir l'entrepreneuriat féminin et innovant, favoriser leur insertion professionnelle, encourager la masculinité positive. Au-delà des conférences, le forum a permis de lancer un programme de formation destiné à plus de 1000 femmes congolaises. Le FIT a aussi mis en lumière des initiatives portées par des femmes entrepreneurs venues présenter leurs innovations. De l'agroalimentaire aux solutions numériques, les stands ont offert aux visiteurs un aperçu du potentiel entrepreneurial féminin. Ce qui justifie ma présence, c'est d'abord l'encouragement des jeunes femmes. Aujourd'hui, nous aimerions que les femmes se réveillent, la jeune femme se réveille, que la jeune femme développe son potentiel, que la jeune femme sorte de la zone de confort et qu'elle donne le meilleur de soi, en fait. Je suis un exemple concret que c'est possible. Au terme de cette première édition, le FIT Congo entend désormais s'inscrire comme un rendez-vous annuel de l'innovation et de l'entrepreneuriat. L'ambition affichée est de faire émerger une nouvelle génération des femmes leaders capables de transformer leurs idées en projets créateurs de valeur pour le Congo. Des incubateurs au fonds d'investissement, plusieurs initiatives voient le jour pour accompagner les jeunes africains, mais les besoins restent considérables. Élément de réponse dans ce reportage signé Ruth Moussi. Alors que le financement des entreprises dirigées par des femmes demeure un défi majeur en Afrique, des initiatives concrètes voient le jour pour combler ce déficit. Lors de l'Africa Investment Forum à Rabat, un espace de discussion a été consacré à l'autonomisation économique des femmes. Sur fond de statistiques révélant un manque à gagner de plus de 42 milliards de dollars pour les PME dirigées par des femmes, les acteurs financiers et institutionnels se sont réunis pour partager expériences, succès et solutions innovantes. Il y a un gros travail à faire, que ce soit au Maroc ou ailleurs en Afrique. Les instruments sont là pour accompagner cette femme-là en termes de garantie. En fait, ce qui m'a rassurée aujourd'hui, c'est la prise de conscience que la femme, qu'elle soit marocaine ou africaine, est une actrice de développement de l'économie de notre continent.
Depuis sa création, l'initiative AFAWA a approuvé plus de 1,2 milliard de dollars de financement en faveur d'entreprises dirigées par des femmes, couvrant 32 pays du continent. Un engagement qui s'inscrit dans une ambition plus large, mobiliser d'ici 2026 quelques 5 milliards de dollars pour soutenir et développer l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Selon mon expérience, et je pense que le panel aujourd'hui et l'organisation de cette séance a permis de démontrer qu'il y a des outils aujourd'hui qui existent, notamment avec la FAWA et le fonds de garantie, qui permettent de pousser le financement des femmes entrepreneuses. Parce que les femmes réinvestissent jusqu'à 90% de leurs revenus dans l'éducation, la santé et l'alimentation de leur communauté contre 40% pour les hommes. Investir dans des entreprises dirigées par des femmes renforce les chaînes d'approvisionnement, stimule l'innovation et favorise un développement durable et inclusif. Monsieur Pondy, le Global Entrepreneurship Monitor classe plusieurs pays africains comme le Rwanda, l'Afrique du Sud ou le Nigeria parmi les pays les plus entreprenants au monde. Comment expliquer cette dynamique entrepreneuriale malgré un environnement économique souvent contraignant? Je pense que l'un des paradoxes de l'entrepreneuriat, c'est que plus on crée d'entreprises, plus on est dans la muse. Excusez-moi la rime, mais c'est pour dire que en fait, le système sociologique et économique de précarité pousse à créer l'entreprise. Sur le plan épistémologique, ce que ça crée, c'est quoi? C'est que, en fait, on crée. L'Afrique est l'un des continents les plus créatifs en termes de nombre d'entreprises au monde, mais moins dans l'infrastructure pour le créer. C'est pour ça qu'on crée des entreprises, mais malheureusement, entre le rêve et le cauchemar, la frontière est souvent très limitée. Voilà, c'est un peu ça. Madame Mandela, la ZLECAf offre désormais un marché continental de 1,4 milliard de consommateurs. Cette nouvelle donne peut-elle changer ou faire émerger des champions africains capables de rivaliser à l'international? Bien sûr. 1,4 milliard, il faut le savoir, c'est assez. C'est assez pour étendre et surtout vendre son savoir-faire. Les Africains aujourd'hui ont pris, moi je peux dire à bras le corps, vraiment cette initiative qui, je pense bien, c'est depuis 2021 que c'est vraiment officiel. La ZLECAf ouvre ses portes. Alors, entre les frontières qui ne sont pas toujours ouvertes et entre les entrepreneurs, parce que moi, je travaille avec les entrepreneurs chaque jour, qui vous disent que c'est difficile de faire parvenir leurs produits entre ces pays. Je pense que c'est vraiment un sujet très sérieux à mettre sur la table et je pense que les entrepreneurs qui se sont déjà adaptés sur le terrain vont vous dire qu'il y a véritablement des difficultés, mais il y a un très fort potentiel parce que lorsque vous vendez ce que vous transformez déjà localement, la plupart du temps, vos pays voisins mangent ou se nourrissent ou alors utilisent presque les mêmes produits de base que vous. Donc, ce n'est pas comme si vous allez peut-être vendre votre produit à l'étranger, peut-être en Occident ou en Amérique, qui ne connaissent pas nos produits naturels, nos produits de base. Donc, c'est une opportunité vraiment pour le jeune entrepreneur africain, surtout. Et c'est un grand marché pour moi. Il faut seulement que ces jeunes entrepreneurs soient encadrés, soient accompagnés. Et je pense qu'ils pourront vraiment faire sortir ce potentiel qui est de capter tous ces devises autour de l'Afrique. Est-ce que la compétitivité des entreprises africaines ne repose pas dans la formalisation et le niveau d'exigence aux normes à l'international aujourd'hui, selon vous? Normalement, mais nous ne pouvons pas dire que c'est simplement un problème de normalisation. Je penche déjà sur la formalisation des entreprises. À côté de cela, l'organisation même, parce que beaucoup d'entreprises sont créées en Afrique, notamment que ce soit en Afrique centrale ou Afrique australe, mais on va voir différentes sortes de dynamiques. Les pays anglo-saxons, par exemple, ils ont leur forme de mettre les entreprises sur pied et de booster, et surtout sur la croissance. Contrairement à nous, les pays francophones, je vais le dire, vous allez m'excuser, on a plutôt tendance à vouloir rendre l'entrepreneur comme un nouveau-né. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas assez des armes et on ne favorise pas vraiment sa croissance. Donc ça veut dire que quand même entre ça, c'est un problème qu'il faut soulever. C'est-à-dire entre celui qui a quand même un environnement ou un cadre mieux organisé et celui, comme j'ai dit, les entrepreneurs de l'Afrique francophone qui par
je vais dire comment, même par expérience sur le terrain, ils vous disent que c'est très difficile pour eux. C'est pas seulement la formalisation, comment on structure, comment on leur apporte même l'aide pour booster véritablement leur entreprise. Monsieur Pondy, je reviens à vous. Les fintech, l'agritech, les industries culturelles ou encore les technologies de la santé connaissent un essor remarquable. Et quel secteur, selon vous, présente aujourd'hui le plus fort potentiel de croissance? Bon, déjà, il faut dire que l'Afrique, à elle seule, représente 2,5 trillions d'octets de données concentrées. C'est-à-dire qu'on est la plus forte concentration de données au monde, mais on a la plus faible systématisation et utilisation de données au monde également. Ça présente un paradoxe. Donc, pour répondre à votre question de manière plus précise, les secteurs dans lesquels il faudrait qu'on se porte pour pouvoir systématiser ces données-là sont, à mon avis, très simples. Premièrement, la numérisation du secteur public et du secteur privé. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il y a beaucoup de paperasse en Afrique, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire nous sommes encore en 90 alors qu'on est en 2026 en même temps. C'est-à-dire que c'est le multiverse. Donc il faudrait systématiser, numériser secteur privé, secteur public, secteur privé de 1, première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faudrait créer un écosystème institutionnel, c'est-à-dire une norme juridique. La ZDCAF a eu 3 400 milliards de dollars de valorisation. C'est la plus grande valorisation en termes de zone de libre-échange au monde. Il faut le dire, beaucoup d'Africains ne savent pas. Et là, je me adresse à la caméra parce que beaucoup ne veulent pas lire. Lisez, les amis. Je dis bien 3 400 milliards. C'est énorme de valorisation. Donc, il faudrait capitaliser ça dans l'institutionnalisation, c'est-à-dire sur le plan juridique, sur le plan normatif. C'est très important. Et troisième point, je pense beaucoup à l'agriculture et aux énergies renouvelables. Il ne faut pas oublier ce secteur-là. Agriculture, énergie renouvelable, ce sont des secteurs qui sont importants pour l'Afrique parce que l'Afrique prend 60% de l'ensoleillement du monde. C'est-à-dire que si on met des panneaux solaires un peu partout en Afrique, on pourra diviser de moins 30 ou 40% le coût qu'on a à prendre des barrages hydroélectriques, des barrages qui coûtent très cher, et on pourra capitaliser sur le soleil, puisque c'est naturel. Il y a beaucoup d'autres secteurs comme ça sur le plan énergétique qu'on pourrait capitaliser. Selon la Banque mondiale, la création d'emplois demeure l'un des plus grands défis du continent. L'entrepreneuriat peut-il absorber à lui seul la pression démographique africaine? L'entrepreneuriat à lui seul, je dirais non, mais à 75%, je dirais oui, parce que je m'appuie sur les chiffres de Henders Analytics. C'est un think tank international qui réfléchit sur ces questions-là. Parce que ce qui drive la croissance pour un pays, c'est le secteur privé, ce n'est pas le secteur public. Donc, et forcément, l'entrepreneuriat, en Afrique, on a 80% de l'économie qui est drivée par les PME. 80%, ce n'est pas les grandes entreprises. Donc, si on compte encore que 80% encore du secteur économique est informel. C'est-à-dire que si on formalise l'informel, on pourra encore accroître l'assiette fiscale de l'État et donc engranger plus de ressources. Donc c'est plus dans cette direction qu'il faut y aller, mais il faut systématiser, il faut automatiser et il faut réformer pour qu'on puisse accroître l'assiette fiscale et l'administratif à ce niveau. Madame Mandela, les femmes et les jeunes représentent une part importante des créateurs d'entreprises. Comment transformer cette dynamique en entreprise durable et surtout créatrice de valeur? Alors, comment transformer cela? Simplement, chez les femmes, l'éducation financière. Vraiment, c'est le nœud. Une femme va avoir ses petits moyens aujourd'hui, c'est-à-dire quand elle ouvre son initiative ou sa petite entreprise même, chaque fois qu'il y a un problème à la maison, c'est elle qui va résoudre facilement. Pourtant, quand un homme a mis ses économies, il a mis peut-être même ses bénéfices quelque part, peut-être dans sa banque, il ne va pas les enlever pour faire n'importe quoi. Même si, quand à ce que tu meurs, je vais dire comme ça. Bon, c'est pas un cliché, mais pour dire quoi, les femmes devraient avoir cette éducation financière et même les jeunes. Parce que quand un jeune commence son activité, il se dit que vraiment, il mélange entre son capital, son profit et tout. Il se dit que c'est pour lui et ça l'appartient et tout. Il faut cette éducation financière déjà au départ. Je pense que c'est vraiment le véritable problème déjà de la femme et du jeune. Et maintenant, à côté de ça aussi, c'est comme j'ai dit, il faut capaciter ces personnes-là. Il faut les capaciter sur comment on gère
faire une entreprise. Parce que la culture d'entreprise, nous ne l'avons pas encore en Afrique. Véritablement, beaucoup de personnes se plaisent dans l'informel. Pourtant, lorsqu'on veut aller très loin, je suis désolée, il faut professionnaliser le milieu. Et les femmes et les jeunes devraient le comprendre. C'est pourquoi les hommes en Afrique, même s'ils ne sont pas nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils brillent. Parce qu'il y a des thèmes, il y a des encadrements, et je peux même dire qu'ils se donnent des objectifs, que ce soit à court, à long, que ça soit à court, à moyen et à long terme. Donc vraiment, c'est là où d'abord les jeunes et les femmes devraient vraiment s'appesantir. Et à côté aussi de cela, c'est que lorsqu'on crée quelque chose, il faut toujours savoir qu'il y a une transmission derrière. C'est pourquoi, par exemple, dans certains pays, que ce soit en Afrique francophone, on va toujours dire que l'établissement père et fils, ça veut dire qu'ils avaient déjà cette, je ne sais pas comment dire, cette tradition-là. Donc il faudrait qu'on sache aujourd'hui que le jeune ou la femme sache que ce qu'elle met sur pied, c'est que ça serait c'est un héritage, au fait, qu'il faudra transmettre. Et lorsque vous allez le transmettre, vous êtes d'accord avec moi que vous allez chérir, vous allez mettre tous les moyens en jeu pour véritablement asseoir votre projet. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et les incubateurs, accélérateurs et hubs d'innovation se multiplient sur le continent. Ont-ils réellement changé l'écosystème entrepreneurial africain, selon vous? Bon, selon moi, je pense quand même que les lignes ont bougé. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Déjà, les États aussi. En Afrique, il faut le savoir, investissent et misent aussi beaucoup sur ces incubateurs-là. Peut-être la méthodologie ou la façon de recruter qui est champion ou alors qui doit être accompagné, peut-être c'est sur ce point-là qu'il faut peut-être changer, améliorer. Mais sinon, les incubateurs, à mon avis, les incubateurs ont beaucoup redynamisé l'écosystème entrepreneurial. Aussi, ces institutions internationales qui sont venues appuyer. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on peut chiffrer, que ce soit dans un pays comme le nôtre, au Cameroun ou dans d'autres pays ailleurs, vous allez voir que c'est grâce à ces incubateurs. Je peux citer au Congo, où il y a Madame Séraphine Ekwa, qui porte le projet IOM, avec Outre-mer, où elle lève des financements pour les start-up africaines. Ça, ce sont des initiatives à encourager. Vous allez aller en Côte d'Ivoire, la plupart des financements qui ont été véritablement accompagnés par peut-être je vais la dire, la présidente elle s'appelle qui? Sephora Kodjo. C'est exactement ces acteurs internationaux, je vais dire comme ça, qui viennent accompagner ces incubateurs, qui viennent accompagner ces initiatives locales déjà qui existent. Mais pour que tout ça se passe, c'est parce qu'il y a déjà d'abord une organisation et on devrait copier. Pour moi, surtout nous les francophones, on devrait normalement copier ce que déjà les anglo-saxons font déjà sur le terrain, qu'on voit parce que c'est réalisable. Regardez le Nigeria, ça fait quand même un boom des start-up qui sont accompagnés et je pense que c'est là où toute l'implication des PME, des TPE dans l'écosystème entrepreneurial devrait effectivement se connecter à ce type de projet. C'est pas mal de copier-coller quand même parfois. Et à côté de cela, il faut souligner quand même le travail de fond de certains gouvernements quand même en Afrique qui favorisent véritablement la croissance, le développement de ces start-up, de ces PME. Sinon, c'est très difficile pour les jeunes entrepreneurs. Justement, vous parlez de success story. On va parler du Nigeria avec Aliko Dangote. Assiste-t-on à un changement de perception de l'Afrique auprès des investisseurs internationaux quand on regarde, par exemple, des personnes comme lui qui ont réussi sur le continent et continuent de faire rêver les Africains? Mais je ne répondrai qu'avec un grand oui, ma chère demoiselle. Oui, parce que déjà, j'ai eu la chance de rencontrer deux immensités nigériane, dont Dangote lui-même et Tony Elumelu, il y a de cela 5 ans à peu près. Tony Elumelu c'était au Cameroun et Dangote c'était au Nigeria. Et quand tu vois ces personnalités, surtout Dangote, c'est quelqu'un qui, en fait, il n'est pas là juste pour l'argent. Il a une vision pour l'Afrique. Il défend une idéologie. Il essaye de transformer l'économie africaine. Il essaie d'endogénéiser la croissance économique africaine. C'est-à-dire que la chaîne de valeur doit rester productive à partir de l'Afrique. On produit en Afrique, on consomme en Afrique, et au pire, on exporte. Mais ce qui est déjà produit en Afrique. C'est-à-dire le produit fini et le produit manufacturé est en Afrique. Et c'est justement l'école Dangote qu'on doit appliquer pour la croissance africaine. Aucun pays au monde n'a atteint les 10, 12, 15% de croissance. Essaie de développer, en tout cas, sans endogénéiser la croissance. Ce n'est pas possible.
Vous allez voir peut-être en Chine, par exemple, Deng Xiaoping à l'époque, celui qui a succédé à Mao Zedong, on parle beaucoup de Mao Zedong, mais celui qui a vraiment transformé la Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est Deng Xiaoping. Il a fait 4 choses. 1, ZS, ça veut dire quoi? Zone économique spéciale, c'est-à-dire il a baissé la fiscalité autant pour moi, c'est-à-dire que les entreprises étrangères qui venaient, c'était moins cher pour eux, les impôts et tout. 2, il a mutualisé et réparti les investissements sur plusieurs zones, médecine, agriculture, etc. 3, il a annihilé toute la corruption possible pour que ce soit transparent, parce que contrairement à certains pays, je ne nommerai pas certains pays, mais bon, suivez mon regard. Voilà. Et 4, il a beaucoup usé sur la diaspora. Donc je pense que pour essayer de... Là maintenant, le Cameroun par exemple, est en train de faire un appel pour 2 000 milliards de fonds pour la diaspora. C'est une très bonne initiative. Mais il faudrait qu'on garantisse aussi ces fonds-là. Il faudrait qu'on systématise la juridisation, que quand ils investissent, ils soient sécurisés sur le plan foncier, sur le plan juridique, sur le plan pénal. Est-ce qu'ils n'auront pas de risques, etc. Comment est-ce qu'ils récupèrent l'investissement? C'est de ça qu'il est question. Donc pour répondre à votre question, c'est justement ce type de modèle qu'il faut appliquer pour l'Afrique. Voilà. Et justement, pour vous, quels sont les secrets de leur success story? Quels sont les principaux facteurs de leur réussite? Bon, déjà, moi j'aime beaucoup la philosophie, hein, vous savez, et je réponds toujours, je suis un stoïciste. Les stoïcistes disent que dans la vie, il faut toujours se concentrer sur ce qui dépend de toi et laisser ce qui ne dépend pas de toi. La forme de ton nez, ton menton, tu ne peux pas le choisir, ta mère, tu ne peux pas choisir, mais ce que tu lis, tu peux choisir. Et Dangote, c'est un peu ce qu'il a fait. C'est-à-dire que les conditions de pauvreté de l'Afrique subsaharienne, il n'a pas choisi. Mais comment optimiser l'investissement pour pouvoir contrecarrer ces obstacles, il a choisi. Donc, je pense que la première chose, c'est étudier son environnement, identifier les problématiques et proposer des solutions novatrices, courageuses pour rectifier le tir. Voilà, c'est ce qu'il a fait, justement. Alors, je reviens encore à la chaîne de valeur dont je parlais tout à l'heure. Il a endogénisé sa chaîne de valeur. Dangote produit tout, du début à la fin. Il n'externalise pratiquement rien. Contrairement à beaucoup d'autres industriels qui importent et tout. Au Cameroun, on parle il y a un terme anglophone, ça s'appelle bayam salam. C'est-à-dire qu'on achète de l'extérieur et on revend ici. C'est pas ça. C'est pas ça qui crée l'économie. Si vous prenez quelque chose à l'extérieur, vous venez revendre, ça ne crée pas de valeur ajoutée. Il faut que les emplois soient sur place. Il faut que la production soit sur place. Il faut que la valeur ajoutée soit sur place pour transformer l'économie, effectivement, et créer de la valeur ajoutée et que ça puisse s'imbriquer dans le PIB. Mais le PNB, entre parenthèses, PIB, c'est-à-dire produit intérieur brut, et PNB, c'est-à-dire produit national brut. Parce que le PNB, c'est la valeur globale qui est hors du circuit de l'État, c'est-à-dire que hors de l'investissement étranger également, et PIB, c'est ce qui est à l'intérieur de l'État. Bref, en tout cas, c'est ça qui permet de créer de la puissance pour un État. Sur le plan économique en tout cas. Merci pour cet élément de réponse. Nous marquons une courte pause dans cette édition de l'Africa Newsroom. À suivre dans la deuxième partie, nous analyserons les principaux défis auxquels restent confrontés les entrepreneurs africains, accès au financement, environnement des affaires, innovation, fiscalité et conquête des marchés. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, nous poursuivons notre débat consacré à l'entrepreneuriat en Afrique, un secteur appelé à jouer un rôle déterminant dans la création d'emplois, l'innovation et la transformation économique du continent. Pour en débattre, nous sommes avec nos invités, Karine Andela, fondatrice de l'Association des ingénieurs d'Afrique ASENIA, et Paul William Pondy, CEO de Monteo International. Monsieur Pondy, l'accès au financement reste cité comme le premier obstacle par la majorité des entrepreneurs africains. Pourquoi le capital demeure-t-il aussi difficile d'accès malgré la multiplication des fonds d'investissement? Alors, vous savez, en économie, il y a 2 facteurs de systématisation. Il y a le capital, il y a le travail. En gros, le travail, pour faire simple, parce qu'on n'est pas en conférence non plus ici, je vais simplifier, c'est les êtres humains qui se mettent ensemble pour produire des biens et des services. En gros. Et le capital, ce sont les éléments qui constituent la force productrice. Et en Afrique, en général, on a un double constat. Le premier constat, c'est que les banques demandent systématiquement des garanties. On va vous demander un titre foncier, on va vous demander ci, on va vous demander ça. Mais de l'autre côté,
celui qui a parfois la bonne idée, la bonne intuition, la bonne énergie pour pouvoir impulser un mouvement transformateur, n'a pas la réponse en face. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que plutôt que de toujours s'appuyer sur les banques, sur les microfinances, sur des institutions de financement, il faut élargir le débat. Il faut changer de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA et de la connectivité, il y a beaucoup de financements exogènes. Certes, pas orthodoxes dans la manière la plus classique du terme, mais tout aussi efficaces. Je vais vous donner 2 exemples. Je ne vais pas être trop long. Premier exemple, je vais parler des BA. Ça veut dire quoi? Business Angels. C'est-à-dire que, figurez-vous que de par le monde, il y a des messieurs qui ont trop réussi leur vie. Comme on dit au Cameroun, ils ont trop mangé la sardine. Et donc, du coup, ils ont beaucoup de milliards de dollars. Et ils prennent une partie, généralement 10 ou 20% de ces milliards de dollars, pour financer des projets dans des zones moins développées ou moins industrialisées. Et lorsque vous avez un projet compétitif, efficace et captivant, ils partagent le risque avec vous. Ça veut dire que s'ils mettent peut-être 2 ou 3 millions de dollars, vous partagez le risque. Donc vous n'avez pas besoin de financement, vous avez juste besoin d'avoir un projet structurant. Mais combien de jeunes vont sur cette plateforme, se renseignent sur Internet, essayent d'avoir l'information? Moi, je dis souvent que l'information est plus importante que le temps, et le temps est plus important que l'argent. Donc, ce qui est à la base de tout, c'est l'information. Les jeunes, en entrepreneurs, doivent s'informer. Donc, ça, c'est pour le premier volet. Deuxième volet, donc, c'est des... Quand j'ai vu Tony Elumelu, comme je disais tout à l'heure, il m'a parlé de son Tony Elumelu Entrepreneurship Program, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est un fonds de fondation, mais c'est toujours intéressant. C'est-à-dire que quand vous avez un projet qui remplit tous les critères, c'est vrai que c'est très difficile, c'est très compétitif, mais il vous finance des fondations. Il y a aussi des projets structurants comme ça qui financent des projets jeunes. Mais il faut se renseigner, il faut essayer, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas toujours être dans le système banque, dans le système monnaie fiduciaire, dans le système un peu, on va dire, années 90 alors qu'on est en 2026. Il faut être dans notre temps, dans notre époque et voir d'autres opportunités dans ce sens-là. Voilà. Madame Andlé, est-ce que vous avez une autre lecture sur cette question d'accès au financement par les entrepreneurs? Alors, déjà, les banques, pour eux, c'est la garantie. Et l'investisseur, c'est la crédibilité. Il faudrait bien que les entrepreneurs comprennent que ce n'est pas le monde. Hein. Quand on parle de l'argent, c'est du capitalisme. On mise sur ce qui va donner de l'argent, ce qui va produire. Simplement, on va fixer, donc je vais appeler ça comme ça, on va fixer son dévolu sur un entrepreneur effectivement qui a un projet bancable, un projet qui est structuré, un projet qui répond à certains, je vais dire ça comme ça, certains registres. Mais en Afrique, il y a un problème, c'est que nous on se dit que l'argent qu'on entend dans les banques, c'est que tu vas te présenter à la banque, même si tu n'as pas formalisé ton entreprise, on a dit qu'il faut aller dans les banques, prendre les capitaux. Non, c'est pas ça. Il faudrait bien que les entrepreneurs sachent que que ce soit le banquier qui a besoin des garanties. Les garanties, ce n'est pas seulement les titres fonciers, parce que c'est un problème pour les entrepreneurs. Ce n'est pas tout le monde qui a le titre foncier, surtout même les femmes qui n'héritent pas parfois même des terrains et tout ça. Mais l'investisseur aujourd'hui, un peu comme vous parlez dans le cas des business angels, c'est qui va venir, il va miser sur qui? Sur toi. Tu es qui? Quel est ton projet? Quelle crédibilité tu as? Quand on regarde ton parcours, c'est quoi? Qu'est-ce que ça définit? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Est-ce qu'il peut miser véritablement sur vous? Donc les entrepreneurs doivent donc comprendre que si au moins il y a deux, je vais dire, c'est deux opportunités en même temps. Si vous n'avez pas au moins la garantie, il faut au moins que vous ayez cette crédibilité. Et c'est ça le problème en Afrique, c'est ce manque de crédibilité-là. Pourtant, ailleurs, comment on finance une start-up qui a eu son idée hier et on finance le lendemain? Mais parce qu'il y a une certaine crédibilité derrière. Comment tu ne vas pas fuir? C'est-à-dire que quand on te donne des moyens aujourd'hui, que tu ne penses pas que 100 millions, c'est ta vie qui s'arrête et tout, et que tu peux te faire de la Java avec, mais que tu saches que si on t'a donné 100 millions, c'est pour que tu produises des milliards. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce changement de mindset que chaque entrepreneur africain aujourd'hui devrait déjà, à mon avis, devrait déjà au fait adhérer dans sa façon de faire et surtout s'il veut aller très loin.
Monsieur Pondy, en parlant de la contribution des PME au tissu économique tout à l'heure, vous l'avez indiqué, plusieurs études indiquent que les PME représentent 90% des entreprises et plus de 80% des emplois dans de nombreux pays africains. Pourquoi peinent-elles encore à accéder au marché et au financement? Vous savez, les PME, c'est un peu comme vous êtes dans une mer et vous avez des pirogues qui naviguent entre les différentes rapides. Vous avez des gros bateaux qui sont pourtant plus influents, qui sont plus productifs, mais qui coulent comme un Titanic. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que paradoxalement, en Afrique, ce qui permet de créer le tissu économique, industriel et social, c'est la PME. Et à mon avis, il y a un manque d'ingérence de l'État. Bon, mes collègues vont me traiter de keynésianiste peut-être, mais je pense que finalement, vous savez, Keynes, John Maynard Keynes, un grand économiste américain qui a beaucoup travaillé sur l'implication de l'État dans l'injection économique, c'est-à-dire que l'État doit injecter une part du capital pour pouvoir rebooster la dynamique économique et pouvoir créer l'investissement et la productivité par la demande et non pas par l'offre. Parce qu'il y a la politique de l'offre et il y a la politique de la demande. Bref, je ne veux pas être trop technique ici, ce n'est pas le but, mais je pense sincèrement que nous, les Africains, on devrait passer par la politique de la demande et non par la politique de l'offre. Et les PME correspondent beaucoup plus à la politique de la demande que la politique de l'offre, en gros. Madame Mandela, les investisseurs recherchent désormais des entreprises innovantes, vous l'avez dit, numériques et durables. C'est une notion encore étrangère à de nombreux pays africains. Les entrepreneurs sont-ils prêts à répondre à ces nouvelles exigences, notamment en matière de technologie? Alors, ils n'ont pas déjà le choix parce que le monde bouge, tout va à la vitesse vraiment supérieure. Il faut qu'on s'arrime au fait. Parce que pour moi, beaucoup d'entreprises aujourd'hui restent en marge, restent derrière, comme on dit souvent, parce qu'ils ne veulent pas s'arrimer aux nouvelles technologies. Et croyez-moi, celui qui ne va pas s'arrimer d'ici, peut-être même pas 10 ans, son entreprise va ou risque de mourir. Il faut comprendre cela. Nous avons des exemples au Cameroun où quelqu'un avec une banque, je ne vais même pas dire une banque, c'était un moyen d'échange, d'envoi d'argent. Il a suffi qu'un jeune Camerounais lui propose cette alternative du numérique, je vais dire comme ça, comment envoyer l'argent numériquement et tout. Il a balayé du revers de la main et aujourd'hui, son entreprise, et moi je ne veux pas faire de la mauvaise publicité, mais pour dire que voilà un exemple. En Afrique, il n'y avait pas quelqu'un qui faisait déjà cela. Mais il a balayé du revers de la main cette nouvelle technologie qui, à mon sens, s'il avait pris ça à bras le corps, il serait très loin aujourd'hui. On n'entendrait même pas toutes ces multinationales qui viennent prendre cet espace ou cette place-là. Donc il faut bien écouter ce que c'est que l'environnement aujourd'hui. Économiquement, dans le monde entier, tout le monde le sait, nous sommes en train de basculer vers la digitalisation. Aujourd'hui même, il y a l'intelligence artificielle. Même dans les entreprises, dans les usines, c'est la robotisation. Aujourd'hui, celui qui se plaint même, je vais dire dans d'autres pays, on va vous dire non, il y a le robot qui travaille à votre place. Donc c'est à vous de comprendre que ce qui arrive est tellement fort qu'il faut soit vous arrimer, soit alors vraiment comprendre cet environnement. Pour moi, pour les jeunes PME, c'est déjà une avancée. Et c'est pourquoi les Africains, à mon avis, nous sommes dans un siècle où va très vite les choses, que l'Africain comprenne que voilà une opportunité pour eux de rattraper un gap, de rattraper quand même ce qu'ils ont perdu en plusieurs décennies. Et on peut le dire, les Africains ont tous quelque chose qui est merveilleux, c'est qu'ils ont compris que c'est avec leur environnement qu'ils pourront faire des choses. C'est pourquoi aujourd'hui il y a cette poussée de faire du Made in Africa. Et le Made in Africa, c'est vraiment cette transformation déjà de la matière première, mais aussi avec les intelligences locales. Vous allez voir dans un pays comme le Cameroun où on va vous dire qu'on forme exactement des milliers d'ingénieurs chaque jour dans le pays, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'emploi. Pourtant, ils peuvent créer. C'est pour ça que l'innovation est là. C'est pourquoi il faut que le jeune Camerounais ou le jeune Africain en général se dise que on m'a déjà donné peut-être des clés, des astuces et tout, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je vais vraiment sur le terrain et que j'applique ce que je vais faire avec ce que j'ai déjà reçu. Donc, c'est un peu cela, vraiment, c'est un peu dans cette lancée-là, vraiment, que nous, au sein du réseau Asenia, nous essayons quand même d'impulser parce qu'il y a beaucoup d'innovations. C'est-à-dire quand on vous crée un saucisson de poisson qui n'existe nulle part dans le monde et qu'on vous prend le
poisson local pour transformer en saucisson et que vous le dégustez et qui se vend dans des grands supermarchés sans publicité, des Carrefour, Super U, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Il faut vraiment que les jeunes comprennent que les nouvelles technologies, l'innovation, c'est ça qui peut nous faire, je vais dire comme ça, qui peut nous faire démarquer de ce qui est déjà sur le marché. On ne peut pas lutter sur les importations, on ne peut pas lutter avec les importations quand on fait la même chose. Il faut que vous apportez l'authenticité, il faut que vous apportez de l'originalité, il faut même l'innovation derrière. Alors, Monsieur Pondy, est-ce qu'on peut embrasser les nouvelles technologies quand on... Elle a dit, c'est comme si c'est moi qui parlais, elle est ventriloque, je ne sais pas, mais ce qu'elle a dit, je souscris à ça. Justement, on va aller un peu plus loin dans la réflexion. Est-ce qu'on peut embrasser les nouvelles technologies aujourd'hui quand on a un manque d'infrastructures et que la population, alors le capital humain n'est pas suffisamment formé à l'utilisation, alors à l'appropriation même de ce que ces nouvelles technologies apportent? Je vais répondre par une citation de Nelson Mandela qui dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la surmonter. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est vrai, il y a cet obstacle qui est devant nous, et c'est un fait. Mais cependant, si on réfléchit toujours par la logique pessimiste, misérabiliste, infantilisatrice même, je dirais, de l'Afrique, comme on nous a toujours catalogués, comme des moins que rien, comme des auto-vassalisateurs, etc., nous n'allons pas nous en sortir. Je dis que nous devons, nous Africains, prendre nos responsabilités, prendre de courage à deux mains, étudier le champ économique, étudier le champ systématique et proposer des solutions pour pouvoir overcome, comment on dit en français, excusez-moi, parfois je parle trois langues, donc parfois ça s'embrouille un peu, mais pour pouvoir surmonter, disons, ces obstacles-là. Et pour concrètement, pour répondre à votre question, les solutions pour surmonter ces obstacles sont à mon avis, triples. La première, c'est la théorie schumpeterienne nous explique que en fait, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le monde, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, évolue en termes de destruction des valeurs les moins productives et les moins efficaces et de création des valeurs les plus productives et les plus efficaces. Ce qui se passe avec l'IA, c'est ce qui s'est passé avec la révolution industrielle au XVIIIe siècle, avec la vapeur et tout, et avant ça l'électricité, et avant ça le fer, avant ça l'âge de la pierre taillée, etc. Il y a toujours une innovation plus efficace et plus forte, et toujours une scientificité préalable qui a été dépassée. C'est normal, c'est la vie. Maintenant, si un ouragan vient vers vous, vous allez vous dire que vraiment, moi je suis de l'ancien monde, je suis conservateur, ces nouvelles technologies-là, vous mourrez. Excusez-moi, mais c'est très clair. On ne va pas commencer à réfléchir de midi à 14 h. Donc, c'est soit on meurt, soit on s'adapte. Moi, je dis, les Africains doivent s'adapter. Ils doivent, comme ma consoeur disait tout à l'heure, ils doivent apprendre une nouvelle technologie, ils doivent se réindustrialiser, ils doivent se réapproprier le monde tel qu'on est. Et maintenant, il y a John Peterson qui a fait une théorie qui s'appelle le leapfrog, qui dit, maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut passer de A à Z, sans passer par B, C et D. Et c'est justement l'opportunité que l'Afrique a. C'est la fenêtre d'opportunité qu'on a, parce que l'IA permet d'avoir des gains de productivité incroyables. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire des PowerPoint, vous pouvez faire des modèles 3D, vous pouvez faire des jeux vidéo, vous pouvez faire des applications, vous pouvez faire plein de choses qui demandaient des millions d'euros avant. Aujourd'hui, avec 100 ou 200 euros aujourd'hui, c'est possible. Donc ça crée une capacité de productivité. Mais maintenant, est-ce que nous sommes producteurs ou consommateurs? Nous devons passer de la posture de consommateur à la posture de producteur, et c'est de ça qu'il est question. Justement, voilà. On parle de passer de consommateur à producteur, et parmi les autres défis auxquels se heurtent les entrepreneurs, on parle de fiscalité, de réglementation. Vous avez commencé à embrayer dessus, Madame Mandela, et aussi des lourdeurs administratives. L'environnement des affaires constitue-t-il le principal frein à l'entrepreneuriat à côté du manque de financement? Bon, à côté vraiment du manque de financement, il y a, je vais appeler ça la réglementation. Hein. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, si on leur pose la question comment vous pouvez quitter effectivement d'un point A à un point B ou un point C au Cameroun, ils vont vous dire vraiment je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, dans ma petite structure, il y a le ministère de tel qui est venu, il y a le ministère de ceci qui est venu, et à la fin, vous voyez qu'il y a plusieurs, je vais dire comme ça, plusieurs administrations qui viennent vers vous, et vous ne connaissez plus où vous devez aller, où vous devez peut-être demander ce qu'il vous faut pour faire avancer votre projet. C'est la même chose que celui qui vient d'avoir son idée,
qui veut créer son entreprise, quand on lui demande que tu sais où on fait, je vais dire comme ça, la formalisation de l'entreprise, il dit oui, je connais. Mais arrivé là-bas, on me dit de faire ceci encore, on me dit de faire ceci. Au fait, aujourd'hui, il faut qu'on démystifie cela, au fait, pour un entrepreneur. Un entrepreneur dans chaque pays en Afrique, hein, ça se passe déjà ailleurs. Peut-être dans d'autres pays, peut-être comme le mien, je ne veux pas simplement le redire. Il faut que les entrepreneurs aient effectivement, comme ce qu'on dit souvent, un guichet unique de quelque chose où il sait que moi, en tant qu'entrepreneur, dans ce guichet unique, dès que je donne ceci ou cela, j'ai cela. Et à côté de cela aussi, c'est ces problèmes de fiscalité, effectivement, où on lève certains équivoques, même dans les barrages douaniers, je vais dire comme ça, où un entrepreneur va vous dire que hier encore, pour faire je vais dire pour acheter sa marchandise à l'étranger, peut-être même la matière première avant, parce que beaucoup d'entrepreneurs étaient des bains amselam, comme on dit. Mais aujourd'hui, quand même, il y a la matière première localement. Ils n'ont plus besoin. Mais ils ont besoin de quoi? Du packaging à l'extérieur, parce que le Cameroun ne produit pas le packaging. Et pour avoir le packaging aujourd'hui, au meilleur rapport qualité-prix, c'est peut-être les pays de la route vers la soie. Est-ce que c'est alors facile? Si vous commandez des emballages qui vont prendre 1, 2, 3 mois pour arriver, ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre marché. Ce sont des petits problèmes que les entrepreneurs ont au quotidien et qu'on peut demander à l'État aujourd'hui que c'est ça qu'il faut, faut véritablement accompagner l'entrepreneur. Même sur la réglementation, comment vendre leurs produits. Vous allez mettre vos produits dans un bateau, dans des conteneurs. Arrivé en Europe, on va vous dire que tous ces produits sont périssables, il ne faut pas... En fait, on vous les brûle et c'est un manque à gagner, que ce soit financièrement, psychologiquement. Il y a même ceux qui se suicident, disons les vérités. Mais comment le jeune entrepreneur camerounais peut gagner? Il faut simplement qu'on le dise aujourd'hui, il faut travailler sur la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Moi, je pense que ça va plus offrir d'opportunités, ça va plus crédibiliser ce que le jeune entrepreneur camerounais, africain en général fait. Et entre ces différents, je vais appeler ça comme ça, partenariats, collaborations entre ces pays africains, ça va donner du tonus. Et quelqu'un, quelque part, qu'il soit dans tel continent ou tel continent, pourrait dire que si des gens en Afrique ils se font confiance, pourquoi ne pas les faire confiance? Donc il faut comprendre vraiment la réalité derrière l'enjeu de la ZLECAf. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va comprendre que les Africains commencent déjà à être sérieux. Ils ouvrent déjà les frontières d'abord pour eux-mêmes. Parce que vous n'avez pas demandé d'ouvrir les frontières à l'étranger, alors que vous-même, vous n'arrivez pas à ouvrir des frontières. Nous, par exemple, au Cameroun, on est 6 pays qui nous entourent. Il faudrait... C'est un potentiel tellement énorme si on sait... Parce que si on ouvre seulement ces frontières-là pour vendre seulement nos produits camerounais entre ces pays, la matière première, tout le monde le sait, en Afrique centrale, nous sommes une locomotive. La locomotive de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Et le Cameroun qui produit, donc, il va vendre à qui si les frontières sont fermées? Donc la ZLECAf vient résoudre énormément de problèmes. Il faut vraiment qu'on s'approprie ce concept-là, mais que ça ne soit pas de bouche, qu'il y ait des résolutions concrètes sur les levées douaniers, fiscalité même. Parce que quand vous arrivez au Cameroun, il y a une forme de fiscalité qui n'existe pas peut-être ailleurs. Quand vous arrivez ailleurs, vous êtes étonnement, c'est-à-dire vous êtes même frustré de dire que je sors de quel pays. Ça peut aussi être la même chose que lorsque un Africain d'ailleurs arrive dans votre pays, il se dit que ici c'est quand même facile pour vous. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une sorte d'harmonisation. Pourtant, quand on parle de l'Union européenne, chez les Américains ou même en Chine, ils ont quand même une harmonisation des choses et je pense que c'est ce qu'il faut solliciter aujourd'hui pour l'Afrique. Justement, vous parlez de la ZLECAf. Monsieur Pondy, est-ce qu'elle profite réellement aux PME ou alors aux grandes entreprises qui ont déjà un nom, qui ont déjà une réputation et même une crédibilité auprès des grandes institutions bancaires? Pour l'instant, vu que la ZLECAf n'est pas encore, c'est encore beaucoup plus théorique que pratique, hein, pour dire la vérité, donc j'estime que ça ne profite pas encore. Et pour rebondir avec ce que ma jeune consoeur disait, je pense qu'il faut un échange entre les différents pays africains. D'un côté là, d'ailleurs, Dion parlait d'un côté tout à l'heure, il dit qu'il est plus facile pour lui d'arriver en France que d'arriver dans un pays africain. Est-ce que c'est normal? Mais c'est une aberration incroyable. Vous voyagez, vous devez passer par ci, par ça, et ça crée une déstructuration économique, clairement. C'est-à-dire, ce qui crée la valeur d'échange pour un continent, c'est la capacité à fluidifier les flux de transfert entre les différents pays, entre les acteurs économiques. Plus il y a de transfert de biens, de personnes et de structures, plus il y a d'économie. Par exemple, je vous donne un chiffre très simple. Il y a 12% de marché intra-africain actuellement, à l'heure où on parle. Mais il y en a 70% en Union européenne.
mais ils ont pratiquement 10 fois plus de PIB de productivité que nous. Alors que nous sommes, en termes de kilomètres, on a 30 millions de kilomètres carrés. L'Union européenne, c'est vraiment... C'est-à-dire que tout le Congo, l'Afrique du Sud, on prend un peu le Rwanda, là, ça fait l'Union européenne. Est-ce que c'est normal? C'est une aberration. Donc, il faut une systématisation, une restructuration de l'économie africaine incluse, c'est-à-dire une croissance endogène, une fluidification des transferts de productivité et une convergence en termes d'idéologie également. Je crois que c'est ça. Madame Mandela a parlé un peu de protectionnisme des États vis-à-vis des ressources qu'ils produisent. Est-ce que le problème ne se trouve pas également dans l'harmonisation des monnaies? Est-ce qu'il est évident de commercer avec le Ghana qui a du cedis, l'Afrique du Sud qui a du rand, lorsqu'on a la volonté, mais le problème d'harmonisation de monnaie ne facilite pas les échanges? C'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, le problème s'il y avait une monnaie qui se repose sur une valeur de change fixe, ce serait beaucoup plus évident pour tous les pays de commercer. Mais je pense que c'est un problème, on va dire, périphérique et non pas central. Vous savez, Samir Amin et Raoul Prebisch ont écrit un livre très intéressant sur le centre et la périphérie. En gros, ils expliquent que les puissances du centre ont tendance à, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais bouffer un peu de l'énergie des pays périphériques parce qu'ils ont plus de puissance en termes de monnaie, en termes de facteurs économiques que celle des périphéries. Et on serait tenté de dire que c'est la même chose en Afrique, peut-être à, disons, 20%. Parce que le véritable problème, ce n'est pas la valeur de change et la différenciation des monnaies. La véritable question, c'est la capacité de productivité. Parce que si vous allez dans la théorie ricardienne, par exemple, vous allez vous rendre compte que si un pays excelle dans un produit, par exemple, je prends un exemple très simple, peut-être le Gabon excelle, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le cacao par exemple, et puis le Cameroun excelle dans la banane. Et qu'on voit qu'en termes de temps, de productivité et de capacité productive, le Cameroun gagne plus à importer du Gabon qu'à produire sur place, et que le Gabon gagne plus à importer la banane du Cameroun que à produire sur place. Il y a échange équivalent. Et à ce moment-là, la monnaie n'est pas si influente que ça. Ça, c'est la théorie ricardienne en économie. Et si on applique ça à toute l'Afrique, on va se rendre compte qu'il y a une capacité d'équivalence et de réindustrialisation sans pour autant que la monnaie ne crée de problématiques. Madame Mandela, en un mot, comment, selon vous, est-ce qu'on peut mieux connecter les universités, les centres de recherche, les entreprises afin de faire émerger davantage d'innovations africaines? Tout simplement, déjà, on a parlé des incubateurs ou des hubs. C'est important, pourquoi? Parce que ce sont ces centres-là qui déjà gardent toute la data, c'est-à-dire toute cette intelligence, moi je peux dire ça comme ça, de savoir qu'il y a telle personne, la cartographie de ces entrepreneurs. À mon sens, le lien profond qu'on pourrait mettre en place entre tout cela pour que l'entrepreneuriat prenne son envol, c'est simplement de donner des moyens. Ailleurs, on parle des laboratoires de recherche. En Afrique, moi, je n'entends pas très bien parler des recherches. Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas véritablement de la recherche. Il faudrait qu'on sorte vraiment de cette théorie-là, qu'on puisse donner capacité, ces centres d'incubateurs, effectivement, mais véritablement avec ce qu'on appelle les laboratoires. Les laboratoires de recherche, les laboratoires d'innovation, les laboratoires de technologie. Je pense que c'est à partir de là que chacun pourra quitter de sa maison pour aller vers quelque chose de plus approprié. Et à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas copier ce qu'on voit ailleurs ou alors tricher ou alors comprendre ce qui s'est passé peut-être avec la Silicon Valley aux États-Unis? On ne peut pas cracher sur la Silicon Valley si on ne va pas comprendre comment tous ces gars de la technologie sont nés. Il y a quelque chose qui a fait quelque chose de fort, qui a rassemblé ces cerveaux. Et c'est à partir de ces cerveaux-là que tout ça enchaîne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un jeune qui est vraiment opérant, un jeune qui est innovateur, par exemple, aux États-Unis, vous allez toujours
voir un lien avec la Silicon Valley. Et ça peut se dupliquer partout en Afrique. Ce débat sur l'entrepreneuriat nous a montré que l'innovation et la transformation économique du continent sont en potentiel à pleinement libérer. Mais pour libérer pleinement son potentiel, l'Afrique devra relever plusieurs défis, notamment l'accès au financement, l'amélioration du climat des affaires, le renforcement des compétences et une meilleure intégration des marchés grâce à la ZLECAf. Merci à nos invités pour leur analyse. Il s'agissait de Karine Andela, fondatrice de l'Association des ingénieurs d'Afrique ASENIA, et de Paul William Pondy, CEO de Mandeo International. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'Africa Newsroom. Tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine sur africa24tv.com et l'application MyAfrica24.